Nous allons désormais s'attaquer à l'auto-layout dans Figma, qui est l'une de ses fonctions principales. L'auto-layout permet de créer des composants flexibles qui s'adaptent automatiquement lorsque vous modifiez leur contenu ou les dimensions de leurs enfants. Par exemple, avec l'auto-layout, vous pouvez définir des boutons pour qu'ils changent de taille en fonction du texte qu'ils contiennent, ou vous pouvez créer des listes qui s'ajustent lorsque vous ajoutez ou supprimez des éléments. Cela ressemble un petit peu à l'utilisation des flexbox et des grids que vous avez en CSS, où les éléments peuvent se dilater, se contracter ou s'aligner en fonction de différents paramètres. On va donc regarder un petit peu ça, voir comment ça fonctionne. Déjà, prenons l'exemple du bouton. Vous avez donc créé un bouton. Vous voyez que la différence de tout à l'heure, cette fois-ci, je ne crée pas de frame, je ne crée pas de rectangle autour, j'écris simplement bouton. Et en le sélectionnant et en faisant la touche majuscule A, ou si vous avez du mal avec les petits raccourcis clavier dans un premier temps, vous pouvez faire un clic droit sur l'élément ou sur son calque, peu importe, Add Auto Layout. Donc en fait, ça nous a fait une frame que nous connaissons un petit peu. On va s'approcher. Et on va faire un petit peu attention aux détails. Déjà, je me rends compte que comparé à tout à l'heure, le symbole de ma frame est différent. Parce que lorsque je crée une frame, elle est comme ceci. Très bien, ça je connais. Quand je crée un rectangle, il est comme ceci. Et lorsque je crée un groupe, par exemple, on va prendre ces deux éléments et on va les grouper, il est comme ceci. Donc déjà, il y a trois éléments qui sont un petit peu différents et qui, à première vue, feraient à peu près la même chose. Pourquoi ces différences? C'est ce que nous allons regarder. Donc, la frame de mon bouton, déjà, je m'aperçois, vous voyez qu'elle a des pointillés autour. Et si je la sélectionne, elle a des petites marges de 10 qu'on voit ici, ici et ici. Ces marges de 10 que vous voyez là sont donc appelées du padding. Ce sont les 10 que vous voyez là 10 et 10. On pourrait l'augmenter. Je pourrais lui demander qu'à l'horizontale, je voudrais par exemple, on va exagérer juste pour la démonstration, 35 par 25. Donc là, en fait, ce que vous y avez dit, c'est que peu importe ce qu'il va y avoir à l'intérieur de cette boîte, elle contiendra toujours ces marges-là. Bien entendu, ma frame qui est ici de base transparente, vous pouvez lui donner une couleur, puisque l'idée c'était de faire un bouton. Donc par exemple, on va lui mettre une couleur claire comme ceci, les bordures que nous avons vues, et nous nous rendons compte que malgré le radius que nous avons fait, nous conservons quand même ces marges que nous avons définies au départ. Mais au-delà de ça, quelle est la différence qu'il peut y avoir entre cette frame auto layout et une frame plus classique? Eh bien, le meilleur moyen, c'est d'essayer. Je crée donc une frame. On va faire exactement pareil. Je sélectionne une couleur, je vais prendre la sienne. Ici, il y avait 86, je lui donne 86. Il est écrit bouton, je copie-colle bouton. Peut-être que celui-ci était un petit peu plus grand. Oui. Par 205. Hop. Hop. Donc on a deux mêmes choses qui semblent pareilles. Donc pour l'instant, pour se dire la seule différence qu'il va y avoir, c'est qu'ici, il y a des marges qui sont définies sur le bouton, alors que là, pas du tout. Eh ben, la vraie différence qu'il va y avoir sur l'auto layout, c'est que par exemple, vous avez créé votre bouton, vous voulez le réutiliser ailleurs, mais ça s'appelle plus bouton, il va s'appeler peut-être contactez-nous. Contactez-nous. Donc là, on s'est rendu compte que notre texte était beaucoup plus grand que notre frame, et donc à la sortie de la frame, on ne le voit plus. Vous pouvez toujours l'afficher, par exemple, en cliquant sur la frame. Et ici, il y a le bouton qui est Clip Content, qui peut être activé ou pas chez vous. Donc peut-être qu'on aurait pas eu la même chose. En fait, on lui demande de garder le contenu à l'intérieur de la frame. Si je le désactive, vous allez voir que voilà ce qui va se passer. Contactez-nous qui fonctionne comme ceci. Voyons voir ce qui va se passer maintenant avec notre frame qui a été faite ici en auto layout. Contactez-nous. Contactez-nous. Donc là, la différence de tout à l'heure, je vois que ma frame va s'adapter automatiquement à mon contenu tout en conservant les contraintes que j'ai données précédemment. Parce que par exemple ici, si le contactez-nous, on le fait passer encore beaucoup plus gros, par exemple 186, vous voyez que ces contraintes de position ne sont pas du tout gardées. Par contre celui-ci, 186, je conserverai toujours les mêmes proportions que j'ai données à la base. Voici donc déjà la première différence qu'il va y avoir entre un auto layout et une frame. Allons un petit peu plus loin. Je vais créer à la volée des petits éléments. Et on va peut-être un petit peu changer les couleurs.
pour marquer des petites différences. Donc nous avons ceci, on va le sélectionner, clic droit, Add Auto Layout. OK. Donc nous avons ces éléments à l'intérieur. Si par exemple on voudrait rajouter un nouveau cercle, là j'en copie-colle, vous voyez qu'automatiquement, je conserve les mêmes proportions. Changer juste un petit peu les couleurs. Pas de question de visibilité. Peu importe combien je vais en rajouter à l'intérieur, la frame va s'étendre, un petit peu comme nous avons vu sur le texte, avec les éléments qui vont se mettre à l'intérieur. Cette fois-ci, la distance qu'il y a entre les éléments, que vous voyez donc ici, ne se gère plus par les alignements qu'on va trouver en haut, parce qu'ils sont grisés. Ils vont se gérer ici, par l'horizontal gap. C'est comme ceci que vous allez pouvoir régler la distance qu'il va y avoir entre les éléments. L'auto-layout peut se faire dans deux sens, c'est-à-dire dans le sens horizontal que nous avons ici. Vous pourrez aussi le changer pour le sens vertical. Et au fur et à mesure que vous allez empiler les éléments à l'intérieur, bien entendu, ça va s'agrandir. Donc nous avons le mode vertical, le mode horizontal, et le dernier qui est le mode wrap. Le mode wrap, à première vue, ne fait rien, mais si vous réduisez sa frame, automatiquement, il va faire passer les éléments à la ligne. Donc si vous avez anticipé un petit peu, c'est quelque chose qui va être très utile si vous faites un site web, une tablette, un téléphone. De plus, les éléments de votre auto-layout, que vous voyez donc ici, ont aussi un alignement par rapport à la frame qui a été créée. Par exemple, ici, on voit que tous les éléments sont alignés en haut à gauche. On le voit bien ici, tout est bien collé par rapport à la première en haut à gauche. On peut le changer. On peut le dire en haut au centre, ce qui va décaler un petit peu les éléments. De l'autre côté, si ça s'y prête, aligné à gauche, aligné au centre, etc., etc., en haut, en bas. Selon ce que vous allez composer à l'intérieur de votre élément, cela va pouvoir s'y prêter. En plus de ça, nous avons le padding que nous avons vu précédemment sur le bouton. Donc le petit padding, hop, entre les éléments. On va enlever le wrap, juste pour la démonstration. Comme ceci. Et vous pouvez aussi faire un padding individuel. C'est-à-dire vous cliquez ici. Et vous pouvez lui dire que le padding de droite, ça sera comme ceci. Et le padding d'en bas, ça sera comme ceci. Parce que souvent, on n'a pas vraiment besoin de faire en haut et en bas. On veut juste donner de l'espace en bas avant le prochain élément. Et donc, ça nous permet de garder une zone neutre, comme ceci. Et enfin, il y a un dernier élément à voir dans l'auto-layout. Ces trois petits points, c'est les options avancées. En premier, les contours. De base, vous voyez qu'ici, vous avez un auto-layout d'un carré et d'un rectangle dont les contours sont exclus du bloc. Ça ne veut pas dire qu'ils sont invisibles, ça veut dire qu'ils ne font pas partie de la taille du bloc. Ceci est fait pour privilégier plus le contenu de ces blocs-là que les contours en eux-mêmes. Si vous voulez les inclure dans le bloc, vous pouvez le faire aussi. Ce qui va vous faire perdre un petit peu de place dans votre bloc au final. Mais c'est tout à fait réalisable. Ensuite, dans le cas où vous avez des petits cercles qui se superposent comme ici, 1, 2, 3, de base, à force de les copier-coller, il va toujours mettre celui qui est arrivé en dernier en premier dans les calques. Donc c'est pour ça que le 3 monte sur le 2 monte sur le 1. On peut lui dire d'inverser ceci. On peut lui dire que le premier sera toujours au top et ça inverse la tendance. Donc ça, c'est des petits réglages qui vous font gagner du temps dans l'ordre des calques que vous aurez pu changer aussi, mais c'est plutôt intéressant. Et enfin, aligne texte baseline, c'est parce que ici, soit vous prenez le centre de l'élément, donc de la lettre, et tous vont être positionnés au même endroit, soit vous positionnez sur la baseline du texte. Donc là, on voit ici que le A et le G sont bien posés sur la ligne. Cette petite fonction a particulièrement un intérêt quand il y a par exemple un picto dans vos éléments. Par exemple, sur un bouton, vous pouvez mettre un petit pictogramme. Et bien, pour avoir un alignement parfait entre le texte et le début du pictogramme, cette petite fonction est pas mal utile. Mais vous évite de trop jouer peut-être avec les paddings en haut et en bas. Donc voilà pour la petite introduction à l'auto-layout. Nous avons vu la différence qu'il y avait avec la frame. Et maintenant, je vais essayer de vous résumer un petit peu la différence qu'il peut y avoir entre l'auto-layout et le groupe. Donc on pourrait dire qu'un groupe, c'est une collection d'éléments regroupés et qui a le comportement d'un seul et même objet dans la finalité. Car ici, si je déplace mon groupe, vous voyez que je ne déplace finalement
qu'un seul élément. Si je l'étire, il s'étire aussi, il se met pas du tout au format, il n'est pas très pratique pour ça. Alors on pourrait dire que les groupes ils sont plus utiles peut-être pour organiser l'espace de travail, comme nous l'avons vu précédemment, afin de nous y retrouver. Et de cette manière, on peut déplacer facilement les éléments liés. Par exemple, on aurait un titre, un paragraphe, un texte, on déplacerait tout le bloc en même temps, ça pourrait être utile. Mais en contrepartie, il n'a pas la capacité de réagir automatiquement aux modifications de contenu. Chose que l'auto-layout fait. Si on redimensionne un élément dans un groupe, les autres éléments ne s'adaptent pas, alors que c'est le cas pour l'auto-layout. Donc pour résumer, la différence clé, ce serait juste la réactivité. L'auto-layout est dynamique et réactif, tandis que le groupement est statique. Il y a une dernière fonctionnalité que je voudrais vous montrer. C'est plutôt un outil qu'on se sert plutôt pour l'auto-layout. On l'avait passé tout à l'heure parce que du coup, il s'y prêtait pas trop. Nous avons vu que pour réduire et pour agrandir la taille d'un objet, avec la touche majuscule, on gardait les proportions, comme ceci. Donc ici, tout va bien. Vous voyez que mon élément fait bien partie de ma frame, il ne bouge pas. Si je fais la même chose avec l'auto-layout, je me mets ici, je veux le réduire. Vous voyez que mes éléments sortent de ma frame. Alors vous allez voir qu'on va faire des exercices où parfois c'est utile d'avoir des éléments qui sortent de la frame de l'auto-layout. Dès qu'on va vouloir faire des défilements, ce genre de choses, ça a du sens. C'est pour ça que ça reste toujours actif dans ce cas-là. Mais si on voudrait vraiment réduire cette frame, si on trouve que la frame ici de 2600, elle est beaucoup trop grosse pour notre plan de travail et qu'on voudrait par exemple une 1200 ou quelque chose comme ceci, pourquoi avoir tous ces éléments qui sortent alors que quand je déplace, ils font toujours partie de mon auto-layout? Eh bien ça va se trouver derrière la petite flèche, vous avez l'élément scale et c'est vraiment lui qui va dire à Figma, non, ce que je veux, c'est vraiment tout réduire à l'échelle. Et là, automatiquement, on conserve l'intégralité. C'est quelque chose qui va être très utile sur l'auto-layout parce que un élément d'auto-layout peut avoir par la suite combiné avec différents états. Par exemple, le bouton, si je le survole, si j'appuie, il peut changer, il peut peut-être grossir, il peut se passer des choses. Le fait de le gérer avec le scale, ça va vraiment gérer l'intégralité de son comportement. Quelque chose de beaucoup plus précis que ceci, qui est vraiment dédié aux éléments seuls et au groupe, je dirais, voilà. Et au texte, je dirais. Si par exemple vous voulez réduire du texte, hop, comme ceci, voilà. Dans des petits cas particuliers comme ceci, ça pourrait très bien se faire. Voici pour l'introduction à l'auto-layout. Pour l'instant, on l'a juste imagé pour que vous compreniez un petit peu comment ça fonctionne, mais vous n'avez pas encore notion des possibilités que ça offre. C'est pour ça qu'on va un petit peu s'exercer.